Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de la Justice et Premier ministre par intérim entament une visite dans le sud du pays, à savoir à Dikil, pour la consolidation de la paix. Et enfin, dans l'actualité internationale, Israël approuve un plan pour occuper Gaza. Le Qatar et l'Égypte intensifient leurs efforts de médiation. C'était le titre. Merci si vous le rejoignez. Eh bien, à la une, je vous le disais, une délégation importante conduite par le ministre de la Justice et Premier ministre par intérim, M. Ali Hassan Bahdon, s'est rendu aujourd'hui dans la région de Dikil pour une visite de travail, accompagné de ses principaux conseillers, M. Mohamed Cheikhou Hassan et de M. Mohamed Aden Jama, ainsi que du procureur de la République, Maître Mohamed Hassan. Le Premier ministre par intérim a été accueilli par le préfet de Dikil, M. Hassan Abdurroble, et le président du conseil régional par intérim, M. Ibrahim Gourou. Après l'accueil et un bref entretien avec le préfet, le ministre de la Justice, M. Ali Hassan Bahdon, a entamé sa visite par les locaux administratifs destinés pour accueillir provisoirement les futurs tribunaux de Dikil et d'Ali Sebier. Ensuite, le ministre s'est rendu à la prison pénitentiaire de Dikil, où il a visité avec le procureur de la République les différents blocs de détention et structures. Ensuite, le ministre de la Justice s'est entretenu avec les chefs coutumiers et les sages de la région. Cette rencontre avec le ministre et des chefs coutumiers des différentes communautés, dont le sultan de Gobad, Habib Mohamed Louïta, et le local général Mohamed Ahmed Waes. Rappelons que cependant les discussions ont porté sur la sécurité, le vivre ensemble, d'où le ministre a particulièrement insisté sur l'importance de maintenir et consolider la paix ainsi que la cohésion pacifique. Inscrit donc sur des visites locaux et administratives destinées pour accueillir provisoirement les futurs tribunaux de Dikil et d'Ali Sebier, où le ministre a eu des échanges fructueux. À terme, le ministre de la Justice s'est entretenu avec les chefs coutumiers et les sages de la région, rappelant que cette rencontre avec le ministre a vu la participation d'une trentaine de chefs coutumiers des différentes communautés. Cependant, les discussions ont porté sur la sécurité, le vivre ensemble, d'où le ministre a particulièrement insisté sur l'importance de maintenir et consolider la paix ainsi que la cohabitation pacifique. Au terme de cette réunion, le chef coutumier de la région se sont engagés à veiller scrupuleusement sur la paix et la cohésion sociale. Et l'ensemble du territoire vit ces derniers jours en l'épisode météorologique à la fois attendu et rare. Et bien après des semaines de fournaise, la capitale et les régions de l'intérieur ont vu tomber la pluie, bref, mais significatif, venant rompre la monotonie du ciel plombé. À Djibouti-Ville, une fine averse s'est abattue hier matin, surprenant les passants et rafraîchissant l'air saturé des poussières. Rappelant bas les nuages et l'après-midi, mais surtout à Dikil, des averses orageuses ont lessivé des plaines arides, redonnant la rigueur au pâturage. À Arta, la pluie est tombée en fin de journée, apportant un souffle de fraîcheur à ces hauteurs déjà réputés pour leur climat plus doux. Et bien plus au nord, Tadjoura jusqu'à Obok, le ciel s'est assombri. Vendredi, libérant par endroits des orages éclatants qui ont rempli brièvement les oueds, asséchés, même si Ali Sebier au sud a connu des précipitations isolées, accueillies avec soulagement par les éleveurs. Et pourtant, c'est les répit qui a été en parenthèse. Dès le samedi, le soleil a pris son trône implacable. Le mercure grimpe de nouveau entre 36 et 41 degrés. Des climats djiboutiens ici, chaque goutte de pluie est un événement. Elle apaise les corps, elle nourrit les terres, elle efface un instant la poussière. Et l'équipe de l'assainissement, l'ONEAD, reste pleinement mobilisée et poursuit sans relâche ses interventions sur le terrain afin d'évacuer les importantes quantités. Une équipe de la RTD
a sillonné ce matin les principaux axes routiers de la ville pour constater l'ampleur des travaux menés par les agents de l'assainissement de l'ONIAD. Ces interventions sur le terrain afin d'évacuer les importantes quantités d'eau pluviale accumulées après les récentes averses. Depuis hier, les agents sont déployés dans plusieurs quartiers de la capitale pour installer, mettre en marche des motopompes destinées à accélérer l'écoulement de l'eau, ainsi limiter les risques de stagnation ou de perturbation de la circulation. L'équipe de la radio-télévision de Djibouti a pu observer l'engagement continu des techniciens de l'ONIAD qui sont mobilisés pleinement afin de rétablir la fluidité des artères et à garantir la sécurité des usagers de la route. Ces opérations qui mobilisent d'importants moyens matériels et humains témoignent de la réactivité, la détermination des services d'assainissement à répondre efficacement aux aléas climatiques. Écoutons à présent un responsable de la direction générale de l'ONIAD. L'équipe de l'assainissement a intervenu sur les coups. On a vidé tous les secteurs. L'équipe sont mobilisées jusqu'à présent sur terrain pour évacuer tous les eaux pluviales. Et à l'instant même, on est dans les zones citées de Walé. Notre équipe est mobilisée avec leur moteur à pompe. Et il y a une autre équipe aussi que vous allez voir dans tous les secteurs, à Arhiba. Et en même temps, on a une équipe qui vient d'intervenir même à Aouled. Et dans l'ensemble du quartier, dans les grandes artères, l'équipe est toujours mobilisée. On est en arrache-pied. L'équipe est... Dieu merci, l'eau a été déjà évacuée. Et dans notre magazine de cet après-midi, Djibouti, un nouveau souffle anime la Fédération djiboutienne de natation. Depuis mai 2024, sous la présidence de M. Abdallah Mohamedini, cofondateur, la Fédération de natation s'affirme comme un moteur d'inclusion et de développement. C'est un magazine de la rédaction. À Djibouti, un nouveau souffle anime la Fédération djiboutienne de natation. Depuis mai 2024, sous la présidence de M. Abdallah Mohamedini, cofondateur de la fédération, la natation s'affirme comme un moteur d'inclusion. Un pas majeur a été franchi avec l'inauguration de la nouvelle piscine nationale à des pas du stade à Saint-Goulet. Ces complexes modernes aux normes internationales disposent des bassins. Un bassin d'initiation de 25 mètres sur 5 dédié à l'apprentissage et un bassin de compétition de 25 mètres sur 15, conçu pour acquérir les grandes rencontres sportives. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, lors de cette inauguration, a souligné l'importance de cette infrastructure qui représente un véritable atout pour la jeunesse et le rayonnement des sportifs du pays. La piscine offre des espaces adaptés, bureaux administratifs, vestiaires séparés, tribunes pour les spectateurs et zones de stockage pour le matériel. Au cœur des actions de la Fédération, le projet Natation pour tous, Natation pour la vie, lancé en août 2024, vise à rendre la natation accessible à tous. Par des journées d'initiation, des compétitions ouvertes et des formations techniques, ces programmes portent l'ambition d'une natation inclusive. En partenariat avec la Sovereign Carbone Agency, la Fédération de natation s'engage également sur des thématiques sociales et environnementales. Conscient de son rôle dans la protection des milieux aquatiques, à mi-parcours, le bilan est très encourageant. 20 enfants âgés de 8 à 14 ans ont déjà profité de cette initiation, apprenant les gestes essentiels de survie en milieu aquatique et développant un lien fort avec la mer. Les progrès réalisés sont salués par les partenaires du projet, qui voient dans cette initiative un véritable moteur de changement social et éducatif. Fort de succès, la Fédération lance un appel aux organismes publics ou privés pour soutenir et pérenniser cette dynamique afin que toujours plus de jeunes Djiboutiens puissent bénéficier des bienfaits de la natation. À Djibouti, la natation dépasse aujourd'hui les cadres des sports. Elle devient un levier d'éducation, de cohésion et d'épanouissement porté par une fédération engagée pour l'avenir de sa jeunesse. Dans notre second magazine cet après-midi, nous parlerons de l'environnement et du réchauffement climatique, où Djibouti vit au rythme des alternances fragiles, des pluies éphémères dans ses villes et ses régions d'intérieur, puis l'éternel retour des chaleurs, une réalité météorologique, mais aussi un défi pour l'avenir. C'est un magazine de la rédaction consacré au changement climatique. Le climat se dérègle
Températures extrêmes, inondations, feux de forêt, désertification accélérée. Depuis plusieurs décennies, la Terre s'échauffe et l'équilibre fragile de nos écosystèmes se rompt. Ce bouleversement n'est pas naturel. Il est le fruit d'un siècle d'industrialisation incontrôlée, d'une consommation excessive et d'une dépendance massive aux énergies fossiles. Les scientifiques sont formels. Jamais les concentrations de gaz à effet de serre n'ont été aussi élevées dans l'atmosphère. Face à cette menace globale, le monde s'organise. Depuis 1995, les pays se réunissent chaque année lors des conférences des parties, le fameux SCOP. Objectif, limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré et éviter des conséquences irréversibles. En 2015, l'accord de Paris marque un tournant historique. 195 pays s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais les années passent, les émissions continuent de grimper, les engagements sont souvent insuffisants et les pays décident. Pourtant, les moins responsables en subissent les plus lourdes conséquences. Il est acquis que si rien n'est fait dans moins d'un demi-siècle en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient, il sera impossible pour l'être humain de survivre du fait des températures extrêmes causées par les gaz à effet de serre. Désertification, appauvrissement des sols, assèchement des puits, inondations et phénomènes climatiques sont d'ores et déjà des aléas récurrents contre lesquels nos populations se battent à la hauteur de leurs moyens, souvent dérisoires. Mesdames et messieurs, nous savons que l'on ne pourra gagner la lutte contre le changement climatique que si nous prenons des mesures drastiques pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Conformément au principe de responsabilité commune, mais différenciée, les pays développés qui ont, faut-il le rappeler, une responsabilité historique dans le réchauffement climatique et qui ont les capacités technologiques et financières suffisantes, ces pays-là doivent montrer l'exemple en réduisant de façon substantielle leurs émissions de gaz à effet de serre. De même, les pays en développement doivent assumer leur part de responsabilité. Aucun argument économique ne peut justifier la mise en danger de la planète, car la croissance et la richesse matérielle que nous amassons aujourd'hui seront dérisoires devant les coûts abyssaux engendrés par les catastrophes climatiques. Que dire des vies humaines qui seront perdues? Le continent africain ne contribue qu'une infime part des émissions globales, mais il est plus exposé au choc climatique. Pourtant, face à cette injustice, l'Afrique ne baisse pas les bras. Elle s'organise, innove, propose ses propres solutions. En 2023, à Nairobi, les dirigeants africains tiennent leur premier sommet pour le climat. Ils appellent à une réforme du système financier mondial, à la création des marchés carbone africains et à la mise en place d'un fonds climatique continental. 2 ans après le sommet africain sur le climat à Nairobi, l'Afrique s'apprête à franchir une nouvelle étape décisive. En septembre 2025, à Addis Abeba, accueillera la 2e édition de ce rendez-vous continental. Plus qu'un sommet, ce sera le moment du bilan, mais surtout de l'affirmation d'une vision commune, celle d'une Afrique actrice de son destin climatique. L'heure est venue de mesurer les avancées, de relancer le dynamique et de faire entendre une voix africaine forte, unie et résolue à quelques mois de la prochaine COP. Dans ce contexte, Djibouti s'impose comme un exemple de résilience et d'innovation. Pays semi-aride, sans ressources fossiles, il a choisi une stratégie audacieuse, produire 100% de son électricité à partir d'énergies renouvelables. Djibouti accélère sa transition énergétique avec 3 projets clés. Le parc éolien de Goubet, désormais opérationnel, la centrale solaire de Grand Barra, en cours de réalisation, et l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie pour un échange d'énergie propre à l'échelle régionale. Mais Djibouti ne se contente pas de produire de l'énergie verte. Il agit aussi pour s'adapter aux impacts des changements climatiques. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec le PNUD et plusieurs bailleurs, met en œuvre des projets concrets. Restauration des terres dégradées pour freiner la désertification, renforcer
des digues naturelles pour contenir les inondations, soutien aux éleveurs, agriculteurs avec des solutions durables. Ces programmes impliquent les populations locales et s'appuient sur le savoir traditionnel. Djibouti innove également sur le plan financier. En 2023, les pays lancent la Sovereign Carbone Initiative, une première en Afrique. Les grands émetteurs présents sur le territoire doivent verser une contribution carbone obligatoire. Ces fonds sont réinvestis localement dans des projets d'énergie solaire, des actions de reboisement, des programmes pour de reforestation et à l'accès à l'eau. Depuis 2024, un registre carbone national assure la transparence et suivi précis des émissions et des compensations. Djibouti renforce également sa capacité à anticiper les catastrophes climatiques. Les plans Orsec, pilotés par le ministère de l'Intérieur, coordonnent la réponse face aux crises naturelles ou humaines. Ces dispositifs permettent d'agir vite, de mobiliser les ressources et d'aider les populations touchées. Un outil essentiel dans un contexte où les risques climatiques se multiplient. Dès là, je vous emmène dans le nord du pays où à Tadjoura, la santé s'écrit comme une langue marche patiemment gravée dans la pierre du temps. Entre mer et montagne, la ville blanche a vu naître une transformation qui change peu à peu le visage du nord du pays. Tout a commencé avec l'hôpital régional, pierre angulaire, la décentralisation médicale. Depuis son ouverture, Tadjoura n'est plus seulement une ville côtière chargée d'histoire. Elle est devenue un repère, un abri sanitaire pour des milliers de familles de l'intérieur. Là où autrefois l'espoir s'épuisait sur les routes vers Djibouti-Ville, elle s'est peu à peu enracinée dans ses murs. Aujourd'hui, cette dynamique s'élève encore d'un cran avec un centre de dialyse qui sera prochainement inauguré. Un lieu de vie et d'espoir où des machines dernière cri se mettent au service des patients longtemps contraints à l'exil médical vers la capitale. Ce centre n'est pas un simple bâtiment, c'est le couronnement d'un processus, l'aboutissement d'une volonté, celle de rapprocher les soins des populations, de briser les murs des inégalités territoriales. Il libère la capitale, mais surtout il libère des vies du poids de l'attente et du voyage. À Tadjoura s'impose désormais comme un phare sanitaire pour toute la région. La modernité de ses équipements, la compétence de ses soignants et la proximité avec les patients donnent à la ville blanche une nouvelle stature, celle d'un modèle vivant de la décentralisation. À travers cette avancée, et c'est toute une vision nationale qui prend forme, un système de santé équitable ancré dans les réalités de chaque région, pensé pour que chaque citoyen ici, les progrès ne s'évaluent pas en chiffres froids, mais en visages épais, en regards rassurés, en vie prolongée. Tadjoura, rappelons-le, devient le symbole éclatant d'une santé qui se rapproche des hommes et des femmes d'une république qui tient sa promesse, soignée dignement partout et pour tous. Dès là, nous passons à ce qui domine dans l'actualité régionale, où le Soudan termine en tête du groupe D et le Sénégal l'accompagne en quart de finale. Le choc du groupe D et le Soudan, le Sénégal tenant du titre, s'est soldé par un match nul et vierge sur le terrain du stade Zanzibar. Ces résultats permettent au Soudan de terminer en tête du groupe avec 5 points, tandis que les Lions de la Teranga se classent deuxième avec 4 points, assurant ainsi leur qualification pour les quarts de finale. Avec ce succès, les qualifiés pour les quarts de finale, dont désormais connus, à savoir le Soudan, le Sénégal, poursuivant leur parcours, tandis que le Nigeria et le Congo quittent la compétition. Les prochains matchs s'annoncent disputés, ainsi que les supporters attendent avec impatience leur rencontre éliminatoire qui promet un spectacle intense. Toujours dans l'actualité régionale, au Kenya, le marché mondial des disques vinyles connaît un retour en force. Selon un rapport publié par Research and Market, sa valeur devrait atteindre les 3,4 milliards de dollars d'ici 2032. Et dans l'actualité internationale, en Israël, la bande de Gaza oscille entre perspectives de trêve et menaces d'escalade. Informé, on relève mercredi que le ministre israélien de la Défense a validé la veille un plan d'occupation de la ville de Gaza et autorisé le rappel de 60 000 réservistes selon les médias locaux. Parallèlement, le Qatar et l'Égypte poursuivent leurs efforts diplomatiques pour contenir la guerre. Le ministre qatarien des Affaires étrangères a indiqué que le Premier ministre et chef de la diplomatie, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman, a transmis lors de sa rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi les salutations du l'émir, tout en discutant des derniers développements à Gaza et du rôle des médiations conjointes. Et le 19
août, c'est marqué la journée mondiale de l'aide humanitaire. Dans l'actuel contexte des crises internationales, c'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en personne, qui est monté en créneau pour plaidoyer aux faveurs et aux travailleurs humanitaires. Les travailleurs humanitaires sont la dernière bouée de sauvetage pour plus de 300 millions de personnes prisées dans un conflit ou dans une catastrophe. Pourtant, le financement de cette bouée de sauvetage se tarit. Ceux qui fournissent l'aide humanitaire sont de plus en plus attaqués. L'année dernière, au moins 390 travailleurs humanitaires, un record, ont été tués dans le monde entier. Et enfin, le 20 août, c'est la journée mondiale du moustique. Pour rappel, son impact dévastateur. Rappelons que c'est le 20 août 1897 que le médecin britannique Ronald Ross faisait une découverte historique. Il trouva la parasite du paludisme dans l'estomac d'un moustique anophèle féminin. Cette trouvaille constitue la première preuve que cet insecte transmet le paludisme aux humains, ce qui marquera la création de la journée mondiale du moustique. Ce n'est pas vraiment une fête, c'est un moment pour commémorer l'importance de cette petite bête en termes d'impact sur la santé humaine à l'échelle mondiale. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.